Bonsoir à tous, le journal de la rédaction de TV78 pour un point sur l'actualité locale. Nous sommes le mardi 19 novembre, les titres de cette édition. Le déplacement de la ministre de l'Enseignement supérieur à Guyancourt, Frédérique Vidal, était ce matin à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Déplacement sur le thème de la précarité, 10 jours après qu'un étudiant se soit immolé par le feu à Lyon. Hier, c'est le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye qui a été dans les Yvelines à Vélizy-Villacoublay. Il a assisté à un débat public afin d'expliquer le projet de réforme et recueillir aussi les interrogations et critiques des citoyens présents. Enfin, des lectures contre l'antisémitisme auprès des élèves dans les lycées. Le théâtre Montancier de Versailles a lancé l'initiative cette année dans une vingtaine d'établissements du département. Ce matin, étape au lycée du Mont-d'Urville à Morpas. À suivre aussi, nous parlerons de la grogne actuelle des personnels soignants dans les hôpitaux contre le manque de moyens et d'effectifs. Et puis focus sur une association qui œuvre dans les Yvelines, c'est Bouchons d'amour. Dans un contexte tendu, 10 jours après l'immolation d'un étudiant à Lyon, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, s'est rendue ce matin à l'UVSQ. La thématique de ce déplacement, la précarité étudiante. Mickaël Elmidro et Patrick Jacques de Dixmude étaient sur place. La précarité étudiante au centre de la visite de Frédérique Vidal à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. La ministre de l'Enseignement supérieur s'est rendue dans l'Agorée, une épicerie sociale et solidaire installée à l'intérieur de la faculté et gérée par des étudiants. Évidemment, le rôle épicerie et le rôle solidaire est très important. Mais je crois que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le mot social. C'est aussi un endroit où les étudiants qui parfois, parce qu'ils viennent de quitter leur famille et se retrouvent seuls, eh bien, peuvent échanger, peuvent partager les choses. On néglige trop souvent la question de la solitude. Et la précarité, ça enferme aussi dans la solitude. L'épicerie ouverte depuis septembre 2018 à Guyancourt propose des produits alimentaires et d'hygiène. Les tarifs entre 10 et 20% du prix du marché. On voit que la ministre est touchée par ce qui se passe, par ces actions-là, qu'elle les soutient et donc ça pourrait encore favoriser le développement aussi d'autres agorae ailleurs et puis d'autres structures en règle générale pour aider les étudiants. La ministre est également venue pour annoncer officiellement la création d'un numéro d'urgence. Objectif, aider les jeunes à mieux connaître les aides. Je viens encore de le constater ici. Ce qu'on me dit, c'est la difficulté pour un jeune qui se trouve dans une situation de précarité, peu importe qu'elle soit soudaine ou qu'elle soit constante, etc. Donc mettre en place ce numéro d'urgence, c'est une façon de dire aux jeunes vous pouvez téléphoner et ensuite on va s'occuper de vous et vous diriger vers les bonnes personnes. Le numéro d'urgence devrait être actif d'ici la fin de l'année. Selon l'Observatoire de la vie étudiante, 5% des étudiants sont en situation de précarité. Hier, c'est le haut-commissaire aux retraites qui s'est rendu dans le département. Jean-Paul Delevoye était à Vélizy pour un débat sur la prochaine réforme des retraites. Justement, une rencontre avec des citoyens pour expliquer les prochaines modifications du système actuel. À l'occasion aussi de récolter les interrogations et les contradictions avec en ligne de mire cette mobilisation interprofessionnelle prévue le 5 décembre prochain contre le projet. Nicolas Dandry. Faire de la pédagogie autour de la prochaine réforme, l'objectif de cette réunion publique à Vélizy avec Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire aux retraites. Le nouveau système des retraites par répartition sera universel et par points avec la fin des 42 régimes spéciaux. D'autres principes sont encore en débat. Quand on est dans l'universalité des droits, c'est les mêmes règles pour tous, à métier identique, retraite identique, et tout ce qui ne justifie pas une spécificité, une particularité, comme les artisans, les commerçants, les professions libérales ou les professions régaliennes qui assurent notre sécurité, tout cela intégrera le régime universel. Ça, c'est un vrai débat, vous savez, entre l'âge d'équilibre que j'ai proposé et celles et ceux qui souhaiteraient une durée de cotisation individuelle. C'est en cours de débat, ceci sera tranché d'ici la fin d'année. Près d'une centaine de personnes présentes pour cette soirée, ils ont pu poser des questions ou interpeller le haut-commissaire sur leurs inquiétudes. Je n'attends pas cette réforme, je crains cette réforme. On est bien d'accord. Cette réforme, je n'en veux pas, car c'est une réforme qui sera autour d'une retraite à points. Le groupe Modem à l'Assemblée nationale appelle à l'organisation d'une conférence sociale dans le Parisien. En ligne de mire notamment, éviter un durcissement du conflit social à partir du 5 décembre, avec un appel à une grève illimitée face à la réforme des retraites.
Moi, je crois que tout le monde est convaincu de l'idée qu'il faut aller au bout de la réforme de notre système de retraite. Cela passe par du dialogue, par de la concertation. Il va y avoir le 5 décembre qui sera un moment d'expression. Je souhaite que ça ne dégénère pas et que ça ne devienne pas une expression de violence, mais que le dialogue domine sur la violence et que nous puissions collectivement porter cette réforme des retraites. En 2017, la France comptait près de 16,2 millions de retraités. Sur la même année, les dépenses allouées à ce poste atteignent les 325 milliards d'euros. Lutter contre l'antisémitisme à travers l'art. Depuis hier, le théâtre Montansier de Versailles se rend dans des lycées yvelinois pour lire des textes d'Albert Cohen et de Primo Levi. Au total, plus de 2500 lycéens sont concernés par la démarche. Mélanie Poquet a assisté à l'une des représentations ce matin à Morpa. Antisémite, préparez-vous à savourer le malheur d'un petit enfant, vous qui mourrez bientôt. Albert Cohen publie ces mots en 1972. Il relate une histoire, son histoire, celle de ses 10 ans. Depuis le 18 novembre, Samir Siad les lit à des lycéens pour sensibiliser à l'antisémitisme. On parle de lecture, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'à la fois une lecture à voix haute, on fait passer les mots des auteurs, mais aussi une lecture dans le sens d'une interprétation. Donc forcément, et a fortiori face à de tels textes, on ne peut pas rester indifférent. Des lectures lancées par le théâtre Montansier, une vingtaine de lycées yvelinois l'accueillent en novembre et en mars. Le programme scolaire des lycéens fait qu'ils sont sensibilisés avec tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Ils abordent le sujet avec plus de notions, donc c'est plus facile de se diriger vers eux. D'autant que ces textes sont très porteurs. À Albert Cohen se joint Primo Levi qui témoigne de sa survie à Auschwitz. Une lecture d'1 heure suivie d'un échange entre jeunes et comédiens. C'était très émouvant. On voit que certaines personnes peuvent vraiment se reconnaître dans le rôle du petit garçon. Ça m'a touchée parce qu'on retrouve vraiment le cours dedans en fait. C'est vraiment la même chose que ce que le prof nous raconte. Et c'est vraiment une histoire sincère, ça dénonce vraiment le racisme. On espère bien évidemment avoir l'occasion par la suite de sensibiliser nos élèves à d'autres types de discrimination et à faire en sorte que le vivre ensemble se diffuse le mieux possible. Plus de 2500 élèves seront ainsi sensibilisés sur ces 2 périodes d'intervention. Après 2 années de recul, les actes antisémites ont augmenté de 74% en 2018. Répondre aux besoins de logements sociaux en zone rurale, c'est le but du Pass Ruralogie. Le département des Yvelines en a signé 4 aujourd'hui avec des communes du pays houdanais, 2 à Tacoignières et les autres à Molette et à Septeuil. Ce sont en tout plus de 70 logements qui seront réalisés suite à ces signatures. Et via ce Pass, les Yvelines accompagnent financièrement les communes dans la construction. Une enveloppe de 16 millions d'euros est dédiée au projet. Une expertise est également apportée via l'agence ingénierie et par la mise en relation des communes avec les bailleurs sociaux. Il s'alarme d'un hôpital public à bout de souffle. Le personnel soignant des hôpitaux ont mené une journée de mobilisation jeudi dernier. Entre 7 000 et 10 000 personnes ont par exemple défilé dans les rues de Paris. Édouard Philippe doit faire demain des annonces pour mettre fin à la crise qui a débuté en mars avec le mouvement au sein des services des urgences. On parle de ce mouvement, justement, des mouvements qui se déroulent en ce moment avec Sébastien Point. Bonsoir. Bonsoir. Du syndicat Sud Santé 78. Ce que vous dénoncez avant tout, c'est le manque d'effectifs, le manque de moyens financiers aujourd'hui? C'est clairement les budgets qui ne sont pas à la hauteur pour que les hôpitaux publics puissent mener à bien leur mission de rendre service au public. Donc aujourd'hui, on a des budgets qui sont limités, restrictifs. Les budgets d'hôpitaux diminuent d'année en année et on ne peut pas continuer dans cette logique financière alors que le soin n'a pas de prix, ce n'est pas une marchandise. On soigne des gens, on ne voit pas des patates dans les supermarchés. Donc oui, il y a quelque chose à faire. Et si on prend par exemple justement le cas de l'hôpital André Mignot, le centre hospitalier André Mignot au Chénet-Rocancourt où vous exercez, quelles conséquences a finalement ce manque de moyens, ce manque d'effectifs aujourd'hui? C'est des vacataires qui viennent combler les postes vacants, mais sans faire le travail des titulaires, parce que ils choisissent leurs horaires, ils choisissent le travail qu'ils veulent faire. Ils sont mieux payés qu'un agent qui est titulaire et qui a 20 ans d'ancienneté. Ce sont des rappels pour le personnel, des rappels à domicile constamment. Enfin, c'est une pénurie de personnel, d'agents, mais dans tous les secteurs, que ce soit administratif, technique, paramédicaux, et y compris les médecins qui s'en vont dans le privé parce qu'ils sont largement mieux payés. Donc, et il y a des crises de profession
chez les infirmières anesthésistes, les infirmières de bloc, les manip radio, les infirmières, enfin partout. On a entendu dans les cortèges le terme de mort lente finalement de l'hôpital public. Vous êtes d'accord avec ce constat ? C'est complètement ça. C'est complètement ça. C'est-à-dire que depuis les années Mitterrand, en fait, les grandes entreprises françaises sont exonérées de cotisations sociales, c'est-à-dire ce que eux appellent des charges. Ils font du chantage à l'emploi depuis plus de 30 ans. Et ils continuent de licencier, et pendant ce temps-là, l'argent des cotisations sociales qu'ils devraient payer ne va pas dans les caisses de la protection sociale. Donc pour 2018 et 2019, c'est entre 10 et 20 milliards de manque à gagner, de manque à gagner d'argent pour la sécurité sociale. C'est notre bien commun, c'est pas l'argent des patrons, c'est le nôtre. Alors je disais, un cortège à Paris, entre 7 000 et 10 000 personnes qui ont défilé. Il y avait aussi des mobilisations dans les Yvelines. Est-ce que la grève a été suivie dans les Yvelines, justement, jeudi dernier ? Dans les Yvelines, elle a été massivement suivie. Je sais que sur Poissy, Rambouillet, Mantes, Versailles, ça a été très suivi, y compris sur Plaisir. Enfin, tous les hôpitaux du département, il y a eu plusieurs centaines, voire plus de 1000 personnes des Yvelines qui étaient à la manifestation parisienne. Et oui, ça a été énormément suivi. Oui. Et on voit là ces images de nos confrères de 7-8 Actu, une opération à l'hôpital Mignot où vous êtes allongé dans le hall d'accueil. Qu'est-ce que vous vouliez faire passer comme message au travers de cette action ? La mort de l'hôpital. C'est-à-dire qu'on est en train de tuer l'hôpital public, comme on a tué le social en France, comme on a tué la protection de l'enfance en France, en vendant ça au privé. Et en fait, ce que veut le gouvernement, c'est tout privatiser. Il l'a fait avec la Poste, avec la SNCF. La prochaine étape, c'est la santé, et puis ça sera l'éducation nationale. En fait, ce gouvernement ne voit que par la privatisation à outrance. Le service public, on paye des impôts pour ça, on a des cotisations pour ça, et ça sert à ça. Et effectivement, demain matin, d'ailleurs, le personnel de l'hôpital Mignot se donnera rendez-vous également à 10h45 le hall de l'hôpital pour refaire la même opération. Et j'invite évidemment l'ensemble des usagers qui souhaiteraient se joindre à nous rejoindre demain matin à 10h45 à l'hôpital Mignot. Alors, justement, demain, Emmanuel Macron a fait savoir qu'Édouard Philippe annoncerait des mesures et des décisions fortes. Ce sont les termes du président de la République. À l'issue du Conseil des ministres, est-ce que vous en attendez grand-chose ? Qu'est-ce que vous demandez finalement ? Qu'est-ce que vous attendez de ces annonces ? Ce que demande le personnel hospitalier, ce sont des moyens, donc du budget, des augmentations de salaire. Nos salaires sont gelés depuis 10 ans. Enfin, c'est juste plus possible de vivre aujourd'hui. On survit. Les agents demandent 300 € minimum d'augmentation et pas des primes, de l'augmentation. Et puis on demande du personnel. On manque de personnel dans les hôpitaux. On est au service minimum tous les jours. C'est plus possible de continuer comme ça. Enfin, on a eu des vagues de suicides là depuis quelques années et on ne peut pas continuer à travailler dans ces conditions-là. C'est bien intenable. Et je le disais, c'est un mouvement qui a débuté avec le personnel des services d'urgence en mars, qui s'est étendu finalement à l'ensemble des personnels soignants. C'est un mouvement qui s'annonce long. En tout cas, vous n'arrêterez pas la mobilisation tant qu'il n'y aura pas ne serait pas entendu. Non, ça c'est clair. Les annonces de demain, enfin personnellement, moi j'en attends pas grand-chose. On va nous faire un petit saupoudrage, on va certainement effacer une partie de la dette, mais sous quelles conditions et comment, on ne sait pas. Mais la dette des hôpitaux, elle est complètement illégitime. C'est la T2A en partie qui nous a mis dedans aussi, plus le manque de moyens, enfin ces exonérations de cotisations dont je parlais tout à l'heure. Donc il faut revoir le système. C'est pas juste un petit saupoudrage qu'il faudra. Il faut revoir le système. Et ce qu'attendent les gens, c'est des moyens pour l'hôpital public, c'est du personnel et des augmentations de salaire. S'il n'y a pas ça, c'est une vraie déception. Les agents seront très déçus, je pense. Et vous le disiez, une mobilisation au niveau local qui est d'ores et déjà prévue demain à l'hôpital Mignot au Chénéro-Cancourt. Merci Sébastien Point d'être passé en plateau du syndicat Sud Santé 78. Dans l'actualité également, une délégation internationale reçue hier au Ski Cube de Saint-Quentin en Yvelines. Des représentants finlandais, roumains et estoniens sont venus sur place pour parler cybersécurité. Cette journée s'inscrit dans un cycle de 3 jours dans la continuité de la Paris Cyber Week, mais aussi du travail de visibilité européenne engagé avec l'ESCO, c'est l'European Cyber Security Organization. La délégation internationale a pu échanger avec divers membres du Ski Cube, mais aussi avec des startups incubées sur place. Écoutez ces propos au micro de Manon Varaldo. La cybersécurité est quelque chose que les personnes connaissent, dont ils ont de plus en plus conscience, plus que jamais. Et les compagnies sont plus vulnérables sur ça. Donc les compagnies s'offrent une protection quand elles peuvent trouver de nouvelles solutions pour mettre fin aux mauvais gars, je dirais. C'est très important de considérer que notre vie dépend des enjeux liés à la cybersécurité. Aujourd'hui,
tout est digital. Donc si vous n'avez pas de cybersécurité, concrètement, il n'y a pas de confiance et il n'y a pas d'usage et donc il n'y a pas de développement ni économique ni social. La délégation a poursuivi sa journée hier avec la visite de Silicom à Guyancourt et des locaux d'Atos au Clé-sous-Bois. Au chapitre des élections municipales de 2020, la liste d'opposition Réinventons Elancourt vient de lancer officiellement sa campagne pour le scrutin programmé en mars prochain. Une candidature de gauche qui se veut participative et qui présentait samedi dernier sa tête de liste. Les détails d'Aurélie Ronze. C'est elle qui conduira la liste Réinventons Elancourt aux prochaines élections municipales. Elancourtoise depuis plus de 30 ans, Catherine Perrotin-Rofast est médecin. Le collectif qui l'a désignée est composé de militants politiques, associatifs et de citoyens. Elancourt, que j'aime beaucoup, c'est ma ville, a beaucoup changé. Elancourt est devenue une ville morne, endormie, où il ne se passe plus rien. Pour moi, je pense qu'il faut vraiment que les habitants puissent reprendre en main leur ville. Réinventons Elancourt est une liste participative qui défend des valeurs de gauche. Pour cette nouvelle réunion, près de 80 personnes avaient fait le déplacement à la maison de quartier de la Ville-Dieu. C'est l'avenir, c'est ce que les gens recherchent en ce moment. Ils en ont marre des prises de décision centralisées, donc ils ont besoin d'être acteurs de leur propre destin et de leurs décisions. Donc c'est l'intérêt de ces listes, que tout le monde puisse y trouver son compte et avoir un vrai intérêt à y participer. Je suis dans les jardins familiaux des 4 arbres qui sont menacés de destruction depuis plusieurs années par la mairie. Et là, j'ai trouvé une liste qui s'engage à les préserver et même à les agrandir. Donc c'était la raison du pourquoi je suis venu cet après-midi. Même si le programme est encore en cours d'élaboration, les principaux points ont été présentés lors de cette réunion. Tous nos axes, c'est démocratie participative, transition écologique et une ville pour tous les âges, pour tous les quartiers, pour tous les besoins. Autre projet évoqué, l'aménagement de la colline d'Elancourt dans une perspective verte ou encore une gestion raisonnée du numérique. Eux sont en fin de mandat. Les représentants du Codeski se sont réunis une dernière fois samedi dernier. Le conseil de développement de Saint-Quentin en Yvelines se questionnait ces dernières années sur la thématique de la jeunesse. Le reportage de Marilène Yapichino. Depuis 2002, l'institution consultative de l'agglomération, le Codeski, mène l'enquête auprès des habitants et restitue son travail aux élus. Dernière réunion avant le prochain mandat pour ses 96 membres, le thème, la jeunesse. Je ne pense pas que les plus vieux apportent des réponses aux plus jeunes. Je pense que tout procède d'un véritable dialogue. Et ce qu'a fait le Codeski, qui est remarquable, c'est cette possibilité d'un dialogue entre des jeunes et des moins jeunes, ou entre des jeunes et des institutions. Saint-Quentin en Yvelines a besoin d'attirer les jeunes. La tranche d'âge 18-30 ans manque. Or, ces jeunes actifs sont nécessaires pour les entreprises du territoire. Le Codeski a mené une large enquête auprès d'eux et l'a présentée avec des tables rondes sur 3 grands axes, les transports, le logement et les loisirs. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a à la fois des positions d'élus, donc en responsabilité, qui ont la capacité de faire advenir des choses, et puis des échanges avec des acteurs de terrain qui ont l'expérience du vécu des jeunes ou de leur vécu, eux, d'acteurs qui animent le territoire. L'occasion aussi de dresser un bilan pour son président après ces 3 années de travaux et réunions. Je trouve qu'on pourrait remettre un peu à une autre place le Codeski, qui n'est qu'une instance participative et il n'est pas question de prendre la place des élus. Mais bon, parfois un petit regret de ne pas être entendu à la hauteur des travaux qui sont effectués. Mais globalement, c'est vraiment une bonne expérience. Ce Codeski prendra fin en même temps que les mandats municipaux. Ses membres espèrent alors qu'il sera renouvelé rapidement après les élections du mois de mars. Je reçois à présent sur ce plateau Jean-Michel Deletin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable dans les Yvelines de l'association Bouchons d'amour. Alors elle œuvre dans la France entière et aussi en Ile-de-France avec 8 équipes départementales. Première de vos missions, bien sûr, c'est la collecte de bouchons pour aider les personnes en situation de handicap. Sans aucun problème. Ça fait partie de la création d'entreprise de l'association qui a été faite par Jean-Marie Bigard en 2001, qui a été remodifié le nom en 2005 par le Bouchon d'amour. Et c'est le principal but, c'est de collecter tous les bouchons qui sont revendus à une société de recyclage. Et avec cet argent, l'intégralité de cette somme d'argent est reversée au bénéfice des personnes handicapées. Vous parliez de Jean-Marie Bigard qui est aujourd'hui le parrain de cette association. Il a toujours été le parrain de l'association puisque c'est lui qui l'a créée.
Alors vous revendez, vous l'avez dit, ces bouchons à partenaires recycleurs. Qu'est-ce qui est acheté ensuite? Quel matériel est acheté pour ces personnes en situation de handicap, justement? Tout le matériel qui peut aider une personne handicapée. C'est que ça va aider à acheter un fauteuil, de l'aménagement d'une cuisine, l'aménagement de monte-escalier, l'aménagement même d'appareils auditifs, tout ce qui peut aider une personne handicapée. Et vous aidez particulièrement 2 associations, c'est ça? On a deux associations nationales, qui est l'association Handi-Chiens, qui éduque des chiens d'assistance pour les personnes handicapées, pas les chiens d'aveugles, mais on aide aussi la Fédération française handisport, pour que les petits clubs puissent acquérir du matériel. Et on précise que l'association Bouchons d'Amour est reconnue d'intérêt général. Oui, reconnue d'intérêt général. Alors pourquoi, alors la question s'adresse à vous, mais aussi aux bénévoles qui s'engagent au sein de Bouchons d'Amour, pourquoi cet engagement pour les personnes en situation de handicap est important? Je vous pose d'abord la question à vous, pourquoi il est important à vos yeux? Parce que je vais commencer tout doucement en 2001 à collecter des bouchons, et puis ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes handicapées et de m'apercevoir que les gens avaient besoin, outre du matériel, d'avoir aussi des aides et des dialogues. J'ai toujours pensé que moi la solitude était la plus grave des maladies qu'on pouvait avoir. Alors vous êtes, je ne l'ai pas précisé, trésorier de l'association au niveau régional, président des Bouchons d'Amour 78, oui. Puisque l'association est divisée en Ile-de-France en 8 équipes départementales. Il y a l'Île-de-France, il y a une équipe en principe par les 7 départements et Paris, en fonction des bénévoles qu'il peut y avoir. Parce que bien entendu, comme toute association, on recherche des bénévoles pour venir nous aider. Ça c'est l'un des, voilà. C'est l'actualité de tous les jours, c'est la recherche de bénévoles. Voilà, la recherche de bénévoles. Collecter des bouchons, c'est simple. Les amener à un autre endroit, c'est un petit peu plus compliqué. Et après, faire le tri, parce qu'on s'aperçoit que les gens n'ont pas forcément le bon réflexe pour mettre les bons bouchons à l'intérieur. Donc, on est obligé de faire le tri. Est-ce que c'est récent, cette difficulté de trouver des bénévoles, ou ça a toujours existé? Je pense qu'il n'y a pas que les Bouchons d'Amour. Je pense que c'est un petit peu national de trouver des bénévoles et d'en trouver des gens motivés. Il y a une crise de la vocation, une crise du bénévolat peut-être actuellement. Ça fait longtemps que ça existe dans les Yvelines, Bouchons d'Amour, que vous êtes implanté dans les Yvelines? Les Bouchons d'Amour, j'ai créé l'association Les Bouchons d'Amour 78 en 2013. Grâce à la société Axéo, qui fait de l'aide à la personne, on a pu avoir un petit local qui a permis de commencer. Et après, grâce à la mairie de Mantes-la-Ville, qui a accepté de mettre un local beaucoup plus important pour stocker les bouchons, on a pu continuer. Sans ces 2 aides, on n'existerait pas. Vous êtes parti d'un local, mais aujourd'hui, vous avez plusieurs points de stockage dans les Yvelines, de collecte dans les points de collecte, on a beaucoup de points de collecte qui sont sur le site, que les gens peuvent rechercher pour trouver la facilité, pour la facilité pour eux. Et après, c'est un petit peu plus compliqué. C'est les 2 endroits de stockage que l'on a, c'est uniquement à Mantes-la-Ville. C'est la seule commune des Yvelines qui a mis un local à notre disposition. Donc on a un grand local où on peut mettre tous les sacs qui sont triés, et on a un petit local où là il y a l'électricité, le chauffage, les toilettes, où on peut faire tranquillement le tri sans se geler. Alors vous parliez tout à l'heure des bénévoles. Votre équipe dans les Yvelines, combien de bénévoles sont engagés au sein des Bouchons d'Amour? On est quand même très nombreux, on doit être 6 ou 7. Ah. Donc oui, c'est d'où l'importance, vous le disiez tout à l'heure, de trouver de nouveaux bénévoles. Alors, on peut aider Bouchons d'Amour, on l'imagine, en rejoignant l'association, en devenant bénévole, mais il y a plusieurs moyens d'aider votre association. Il y a tous les moyens. D'abord, c'est en créant des points de collecte chez soi. Après, on pense à son environnement, c'est sa famille, les voisins. Donc, on récupère tout ça. Après, on retransmet ces bouchons dans un point de collecte un petit peu plus important, soit une grande surface, soit un commerçant, soit... Après, il y a des entreprises qui collectent aussi les bouchons. J'ai la chance d'avoir Ford France, qui était à Saint-Germain-en-Laye, dont le siège était à Saint-Germain, qui me prêtait une camionnette à peu près 2 fois par an pendant plusieurs jours, entièrement gracieusement. Donc ça me permettait d'aller chercher des bouchons et de les transmettre. Et je crois qu'il est possible, alors le terme de devenir bigarchon collecteur, on parlait tout à l'heure de Jean-Marie Bigard qui est le parrain, c'est-à-dire qu'on peut collecter nous-mêmes des bouchons au sein de son entreprise, au sein de son association, de son club. Absolument, tout est possible de collecter. Les entreprises me contactent, les établissements scolaires me contactent aussi, donc je vais à leur rencontre, je leur explique, à quoi ça sert et pourquoi ça sert. Donc en règle générale, les enfants sont très, très intéressés pour ça, parce qu'ils ont une possibilité, au moins, quand ils voient papa, maman jeter une bouteille avec le bouchon, leur faire gentiment la remarque, maman, t'as laissé le bouchon. Et pour une fois qu'ils ont un petit peu d'autorité sur les parents, tout se passe bien.
Et dans les entreprises, il n'y a pas de souci. J'étais hier à Sagemcom, à Rueil-Malmaison, pour présenter l'association, parce qu'ils vont mettre en place la collecte des bouchons. Il n'y a pas de souci particulier. Pour ceux qui veulent créer quelque chose, on est toujours à leur disposition. Et pour aider l'association à avoir aussi plus d'informations, 2 sites internet, le site national de Bouchons d'Amour, mais aussi le site sur l'Île-de-France qui s'affiche en bas de l'écran pour avoir toutes les informations, notamment connaître les points de collecte. Merci Jean-Michel Delotin d'être passé en plateau. Je rappelle que vous êtes le président de Bouchons d'Amour 78. Je vous remercie à mon tour. Cette réalisation pour refermer ce journal, un Pinocchio et son Jiminy Cricket en pâte à sucre. Grâce à cette œuvre, sur mesure, la clécienne Noa Datoum a remporté la médaille de bronze au dernier concours international de cake design. C'était début novembre, je vais y arriver, à Birmingham en Angleterre. Le cake design, c'est réaliser des gâteaux sur mesure et très créatifs. Noa Datoum n'en est pas à son coup d'essai. Elle réalise diverses créations et avait empoché l'an passé la médaille d'argent au même événement. En 2018, elle avait obtenu la médaille de bronze au Paris Sugar 2018. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, toutes les idées de sorties culturelles à retrouver dans l'émission 7-8 Culture avec Aurélie Ronze. Belle soirée sur TV78.